Je vais continuer le chapitre 4 sur les postulats et leur interprétation. La dernière fois, j'ai énoncé les postulats, les 6 postulats plus le principe de correspondance. Maintenant, on va essayer de donner des interprétations à ces postulats. Donc, interprétation physique des postulats. On va définir comment on va définir la valeur moyenne et comment il va évoluer au cours de temps. Alors, définition, la valeur moyenne d'une observable A dans l'état normé que je vais prendre normé. Par la suite, vous allez voir quand ce n'est pas normé, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, un état psi de t. Donc, on va noter la moyenne de cette façon-là, de A, sur l'état psi. Et cette moyenne, il est définie comme étant la moyenne statistique des résultats obtenus en effectuant, bien sûr, un grand nombre n de mesures. Donc, vous répétez plusieurs fois la mesure et vous trouvez chaque mesure, vous allez trouver un résultat différent. Et à la fin, vous faites la moyenne de ces résultats et vous avez donc la moyenne sur l'observable qui représente cette grandeur physique que vous êtes en train de mesurer. Et bien sûr, il faut faire un très grand nombre de mesures. Mathématiquement, on prend n tend vers l'infini. Donc, la probabilité de trouver une valeur AN, qui est bien sûr la valeur propre, une valeur propre de A, qui donc est la grandeur physique mesurable. Et donc la probabilité c'est N à N, le grand N c'est le nombre de fois qu'on a trouvé AN lors de un nombre total de mesures égal à n, et quand n tend vers l'infini, donc on peut définir ça comme probabilité. Et la moyenne, donc, c'est la somme sur les valeurs possibles multipliée par les probabilités et associée à chaque valeur mesurable de A. Donc, on peut écrire donc, la valeur moyenne de A comme étant la somme sur toutes les valeurs propres de A multiplié par la probabilité que nous avons vue donc, dans les postulats de la mécanique quantique, que nous avons calculé dans l'expression, multiplié par AN. Et donc, on peut démontrer aussi que cette valeur moyenne s'écrit comme étant la matrice de A entre l'état, le bras psi de T et le 4 psi de T comme ça. Donc, on peut, à partir de la relation que je viens de définir comme étant la sommation sur AN PAN, on peut démontrer cette relation. Voilà, je vous montre ici la démonstration. Si vous prenez par exemple les UIN, les 4 UIN comme étant les vecteurs propres de A qui forment la base de l'espace de Hilbert bien sûr, et chaque I c'est le degré de dégénérescence de chaque vecteur propre de A, et la valeur propre associée à ces vecteurs c'est AN. Et on sait d'après le postulat 4 que la probabilité de P de AN c'est sommation sur toutes les i qui donc nous donne le nombre de vecteurs orthonormés associés à n, c'est le degré jusqu'à degré de dégénérescence, si in bras produit scalaire avec psi de t, le module tout au carré. Or ça, vous savez, donc c'est quoi? C'est ce produit scalaire multiplié par son conjugué complexe. Et le conjugué complexe, ça devient le bras psi fois le 4 UIT, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc cette relation, ce n'est autre que celle-ci. Donc vous avez sommation sur I, le produit scalaire de bras psi avec le 4 UIN, et multiplié par le produit scalaire de bras UIN avec psi. Alors donc nous savons par définition que la moyenne de A c'est cette définition. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc écrire PAN par son expression qui est là. Donc, je vais la mettre ici. Et vous voyez, donc, je vais séparer cette barre en deux, comme vous voyez sur ce schéma-là. Donc, je vais insérer le A ici entre psi, le bras psi et le 4 UIN. Donc, A, N, UIN. Et rappelez-vous de cette relation que AN 4U multiplié par le 4U IN, ce n'est autre que l'action de l'observable A sur le même 4. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, quand je fais ça, eh bien, je peux remplacer le AN par grand A entre le bras psi et le 4 UIN. Donc, A agissant sur UIN. Et donc là, je peux faire entrer la sommation ici parce que A, il est linéaire.
d'accord? Et donc j'aurai le A agissant ou bien multiplié par cet opérateur. Donc là, parce que je rassemble, vous voyez, donc je peux aussi séparer cette barre-là et mettre la collade ici, donc celle-ci, et là, donc vous avez le A multiplié par cet opérateur entre ces deux, le bras psi et le 4 psi. Or, on sait que ça, c'est une base orthonormée parce qu'il est formé par les vecteurs propres de l'observable A. Et donc, c'est une base orthonormée, ça veut dire que cet opérateur égal à 1 égale à l'identité. Et donc, je peux remplacer par l'identité multiplié par A et A multiplié par l'identité, c'est A. Et donc, je retrouve mon expression qui est là. C'est une expression importante. Si on sait, par exemple, la base, on a la base et on a l'expression de psi, comme je l'ai dit au chapitre précédent, les composantes de psi sur la même base, eh bien, je peux faire un calcul matriciel ici. Donc, c'est plus évident, plus facile à faire. Et donc, cette expression est très importante. Bien sûr, si je sais j'ai les probabilités pour chaque valeur, j'ai calculé les probabilités pour chaque valeur propre, je peux utiliser cette relation aussi. Donc, c'est aussi, donc, si je connais toutes les probabilités. Sinon, je peux faire un calcul direct. Si j'ai la matrice et j'ai le quête dans la même matrice, eh bien, je peux calculer la moyenne à partir de cette matrice et ce bras et ce quête-là. Donc, si, comme j'ai dit au départ, si le psi de t n'est pas normé, alors là, il faut diviser par la norme de psi pour avoir une valeur moyenne correcte. Parce que le psi, votre psi, le module de psi est différent de 1, donc il n'est pas normé. Voilà donc pour la moyenne d'une observable. Mais vous savez, comme je l'ai dit depuis le premier chapitre et le deuxième chapitre de ce cours-là, que la valeur moyenne ne nous donne pas une information sur la dispersion des résultats, parce qu'à chaque résultat, vous allez trouver, vous faites la mesure d'une grandeur physique, et cette grandeur physique, c'est une valeur propre d'un observable, et donc les valeurs que vous allez trouver sont différentes, et à la fin, vous faites une moyenne, mais la moyenne ne vous donne pas une information sur comment ils sont dispersés chaque résultat par rapport à cette moyenne. Eh bien, nous avons déjà parlé de ça au chapitre 2, que nous introduisons ce qu'on appelle l'écart quadratique moyen. Alors, par définition, l'écart quadratique moyen, c'est la racine carrée, la moyenne la racine carrée de la moyenne de cet opérateur-là au carré. Donc, vous voyez ici le delta A, c'est la racine de A, A moins la moyenne de A. Alors, regardez ici, observez ici, j'ai l'opérateur, l'observable A, mais ça, c'est un nombre réel, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai A moins la moyenne de A multipliée par l'opérateur identité ici que j'écris pas. Je vous ai dit ça depuis le début. Donc, quand vous voyez un opérateur, la somme ou la différence avec un nombre, ça veut dire qu'il y a l'opérateur identité que j'ai pas écrit ici. Donc, ça au carré, donc la moyenne, la racine, ça vous donne delta. Et donc, si vous développez ce carré ici à l'intérieur, vous aurez donc l'opérateur, l'observable A au carré qui est ici, donc avec la moyenne, et vous aurez aussi donc le A fois A, la moyenne, puisque ça c'est un nombre, je peux le faire sortir, et bien j'aurai la moyenne de A fois la moyenne de A. Et donc c'est ce terme-là, mais je l'aurai deux fois parce que vous avez le produit A fois A qui est la moyenne de A et la moyenne de A fois l'observable A. Et donc vous aurez ce 2 fois la moyenne de AA et donc vous aurez aussi ça au carré qui est là et le tout racine 1 demi. D'accord? Et donc là, vous voyez, donc ça c'est A au carré et ça c'est la moyenne de A au carré. Et donc ça moins ça vous donne ce terme-là avec sin moins. Et donc vous aurez cette expression, cette écriture de delta de A, l'écart quadratique moyen, que si on a la moyenne de A, on calcule la moyenne de A, on calcule l'observable, la matrice, si je choisis la base A au carré, je calcule sa moyenne, d'accord, donc la moyenne de l'observable au carré, et je fais la différence, et je fais la racine carrée, et bien j'obtiens l'écart quadratique moyen qui me donne l'information sur la dispersion des résultats. Et ensuite, donc, on peut parler de l'incertitude de Heisenberg. Donc, on va considérer deux observables A et B qui vérifient la relation comme celle que nous avons étudiée au chapitre 3,
formalisme pour les opérateurs de position et d'impulsion. XP, nous avons écrit qui est égal à EH bar. Là aussi, je vous rappelle qu'il y a un A que je n'ai pas écrit l'opérateur identité ici. Donc, la relation d'incertitude de Heisenberg, on peut la démontrer ici. Donc, pour les écarts quadratiques de chaque observable A et B, bien s'ils sont de cette relation,